Je vous présente la table des conférenciers. Vous avez de gauche à droite Mme Joanne Hamel de la Coalition trifluvienne pour une eau très saine, M. Robert Duchesne de la CTETS, Mme Martine Châtelain de la Coalition Au Secours, M. Gilles Parent, naturopathe agréé et co-auteur du livre La fluoration, autopsie d'une erreur scientifique, Mme Mireille Gay, docteur en chimie. À la table des experts, vous avez M. Richard Arsenault, denturologiste, Dr. Jennifer Yarmolchuk, dentiste de la Clinique du Sourire, et M. Christian Linard, docteur en biochimie et professeur à l'UQTR. Dr. Pierre Larose, dentiste, est malheureusement absent, mais vous trouverez dans la pochette de presse sa lettre d'appui. Ces experts ne prendront pas la parole, mais resteront disponibles à la fin de la conférence pour les questions et les entrevues. Concernant les lettres d'appui, nous avons reçu plusieurs lettres d'appui, dont, entre autres, celle du réseau environnement, que vous trouverez également soit dans la pochette de presse, soit sur la clé USB. Sans plus tarder, je vous présente notre première participante, Mme Joanne Hamel. Joanne est co-porte-parole de la CTETS. Elle est diplômée en relations industrielles et possède un diplôme en santé au travail de l'Université Laval. Elle a plus de 35 ans d'expérience comme gestionnaire dans le réseau de la santé et elle enseigne à l'UQTR la prévention des maladies professionnelles dans une approche de santé publique dans le cadre du certificat en santé et en sécurité au travail. Je laisse maintenant la parole à Mme Joanne Hamel. Merci, Nicole. Bonjour tout le monde et merci d'être là. Nous vous avons conviés à cette importante rencontre ce matin pour vous informer de l'ampleur de la non-acceptabilité sociale de la fluoration de l'eau potable, non seulement à Trois-Rivières, mais ailleurs au Québec et dans le monde entier. Nous décrirons les différentes actions citoyennes, locales et nationales mises en place visant l'abolition de la fluoration de l'eau potable. Cette mesure dite de santé publique est illégale, non éthique, ayant un impact sur la santé humaine, animale et sur l'environnement. C'est un traitement médical sans consentement qui contrevient au jugement de la Cour suprême du Canada, à la Charte des droits et libertés de la personne, au Code civil et au Code de déontologie des médecins du Québec. Nous dénonçons aujourd'hui tout le mépris et l'arrogance du maire de Trois-Rivières, M. Yves Lévesque, et de certains de ses conseillers qui refusent toujours d'écouter leurs concitoyens en répétant « le débat est clos ». Pire, en traitant d'extrémistes et d'incompétents les experts, les chercheurs, les professionnels de la santé qui rejettent la fluoration de l'eau. Ajoutez à la voix du maire les propos méprisants du président de l'Ordre des dentistes du Québec, Dr. Dolman, nous accusant d'enfiroiper la population par la désinformation. Nous dénonçons également le mépris et la condescendance de Mme Isabelle Goupil-Sommani de la Direction de santé publique, du ministère de la Santé et Services sociaux et de ses fonctionnaires qui refusent encore aujourd'hui de répondre aux préoccupations citoyennes. Et nous avons appris dans les médias hier et ce matin dans Nouvelliste, ils ne tiennent absolument pas compte de l'acceptabilité sociale, alors que c'est une recommandation de la Commission parlementaire d'avril 2013 de vérifier l'acceptabilité sociale avant d'instaurer une telle mesure. Nous dénonçons également l'indifférence de la ministre déléguée en santé publique, Mme Lucie Charlebois, envers les citoyens de Trois-Rivières, en ignorant plus de 14 453 citoyens qui refusent à ce jour l'imposition d'une telle médication. La santé publique continue, malgré la non-acceptabilité sociale de cette mesure, à gaspiller les fonds publics pour réaliser des études en utilisant nos enfants comme des cobayes. Sans en connaître toutes les modalités, nous avons appris que Santé publique enclenchera une vaste enquête à l'automne prochain sur la santé bucco-dentaire et ce, financée à même les fonds publics. Nous pouvons d'ores et déjà présumer que la fluoration de l'eau potable sera une des mesures de prévention dont on en fera la promotion. C'est inacceptable. C'est inacceptable qu'en période d'austérité, le gouvernement gaspille ainsi de façon éhontée les fonds publics.
Le gouvernement a injecté plus d'1 million de dollars, et ce, seulement à Trois-Rivières. Une subvention de 800 000 dollars pour la modernisation des équipements de traitement de l'eau. 50 000 à 60 000 qui seront dépensés annuellement pour gérer ce produit chimique toxique. Un budget de 180 000 dollars a été alloué en santé publique pour faire la promotion de la fluoration de l'eau. 125 000 dollars pour la réalisation d'une étude pour démontrer que la fluoration est efficace. Et combien en coûtera ce sondage enquête qui sera fait par une firme indépendante à l'automne prochain? Pour fluorer l'eau de Trois-Rivières, il en coûtera plus d'1 million de dollars aux contribuables. Pour fluorer les municipalités du Québec, il en coûtera 300 millions. C'est inacceptable. Enfin, nous exprimons notre très grande déception suite au dépôt de la pétition le 4 mai dernier au bureau du député Marc H. Plante. La pétition fut déposée à l'Assemblée nationale le 13 mai dernier et jamais, et je dis bien jamais, nous n'en avons été informés. Pire, ce dépôt à l'Assemblée nationale n'a fait l'objet d'aucune saisie de pétition par les députés de l'opposition. Elle est passée sous silence. 10 441 citoyens qui ont signé la pétition. On méprise la population car il n'y a eu aucune consultation citoyenne. On méprise la population car on ne tient pas compte de l'acceptabilité sociale. On méprise la population car on continue le gaspillage éhonté des fonds publics pour nous faire avaler de force ce produit chimique toxique. La population est prise en otage par la santé publique. La population est prise en otage par le conseil municipal. La population continuera à dire non à la fluoration de l'eau potable. Merci. Merci, Joanne. Notre prochain participant, M. Robert Duchesne, co-porte-parole de la CTETS, infirmier à la retraite et ex-président cofondateur du Mouvement Vert Mauricie, est aussi très impliqué et dénonce également cette méthode qu'est la fluoration de l'eau à Trois-Rivières. Voici donc M. Robert Duchesne. Bonjour tout le monde. Depuis 2012, l'histoire de la fluoration au Québec est une véritable saga de duperie et de mépris envers la population, inspirée par une volonté absolue de l'imposer à tout le monde à tout prix, à tous les citoyens, même quand c'est contre leur gré, même quand c'est à leur insu. De nombreux faits le prouvent. Je vous invite à consulter la portion écrite de mon exposé qui est dans la pochette pour plus d'explications et de références. Je vous fais un bref historique de ce mépris-là, quelques éléments. On commence par la commission parlementaire de 2013 sur la fluoration, qui était censée être une consultation publique et une mise à jour des connaissances, et qui ne fut finalement qu'une campagne stratégique de promotion, de propagande et de manipulation. 27 mémoires sur 31 se prononçaient contre la fluoration, qui ont été tassées du revers de la main par le gouvernement. Par la suite, il y a eu le refus du maire Lévesque de Trois-Rivières de consulter la population, un refus catégorique qui a été suivi par un dénigrement systématique des opposants qu'il traite d'extrémistes, voire même de criminels, ce qui n'est pas rien. Il a dit que les gens qui signent la pétition sont des gens qui signent n'importe quoi. Comme l'a dit ma collègue Joanne, il y a eu le président, M. Dolman, de l'Ordre des dentistes, qui déclare la population incapable de distinguer le vrai du faux et que, par conséquent, le gouvernement doit leur imposer la fluoration. Il traite les opposants d'enfiroipés. Des enfiroipés, tous ces gens-là. La directrice de santé publique, Mme Goupil-Sormani, qui considère les opposants comme mal informés, qui invite les citoyens dans les médias à lui poser des questions sur la fluoration, mais qui a été incapable pendant 7 mois de répondre ne serait-ce qu'à une seule question que la CTETS lui a posée au nom de la population. La directrice sait très bien que toutes les questions ont été posées et que seules les réponses manquent à l'appel. Doublement méprisant est le fait que la Direction de santé publique
envoie promener les citoyens vers la ville sous prétexte que c'est la ville qui a pris la décision, comme si elle ignorait que la ville renvoie les citoyens vers la DSP sous prétexte que c'est la DSP qui en fait la promotion. Les deux créent ainsi une sorte de no man's land dans lequel le citoyen n'a aucune place, aucune tribune. Le 4 mai 2015, la CTETS confie au député M. Plante une pétition, 10 441 signataires à ce moment-là. On nous affirme qu'on serait informé du moment du dépôt à l'Assemblée nationale et de la procédure qui sera suivie. À la mi-juin, on apprend que la pétition a été déposée à l'Assemblée nationale le 13 mai, sans nous en informer. La seule réponse du gouvernement à la pétition est une lettre non datée, une lettre courriel, signée par la ministre déléguée à la Santé publique, Mme Lucie Charlebois. La seule mention qui est faite de la pétition dans cette lettre d'environ 2 pages est le fait qu'elle a été déposée. Le reste de la lettre est une apologie de la fluoration avec un argumentaire totalement obsolète et sans aucun référencement. Pas un seul mot de la ministre sur la signification et la représentativité de la pétition, pas un seul mot à l'adresse des initiateurs et des signataires de la pétition. Il est tentant de croire que la pétition fut déposée en catimini sans que les citoyens en soient informés, de façon à ce qu'ils ne puissent être présents et ne puissent en informer les médias. 2 extraits significatifs de la lettre de Mme Charlebois. Pardon. Mme Charlebois dit dans la lettre « La fluoration de l'eau potable n'est pas une mesure imposée et le fluorure employé n'est pas considéré comme un médicament. » Comment la ministre peut-elle affirmer que la fluoration n'est ni une médication ni une mesure imposée, alors que la Cour suprême du Canada définit la fluoration comme étant, et je cite, « une médication de masse et un traitement médical collectif coercitif », la Cour suprême. Comment peut-elle affirmer que la fluoration n'est pas imposée, alors qu'elle est confrontée à une pétition citoyenne de 14 500 signataires qui s'y opposent, nombre sans cesse en croissance grâce à la mobilisation citoyenne? Et comment la ministre peut-elle avoir l'impudence d'évoquer la commission de 2013 comme ayant apporté un nouvel éclairage sur la fluoration, alors qu'elle devrait savoir que cette commission fut un déni et un détournement de démocratie et une démonstration éhontée de mépris envers les citoyens et les experts venus témoigner. Une étude, fluoration, sur la fluoration, pour contourner l'opposition citoyenne. En mai et juillet dernier, la directrice de la santé publique, Mme Goupil-Sormani, annonçait dans les médias la tenue d'une étude sur l'efficacité de la fluoration sur la santé bucco-dentaire des enfants de Trois-Rivières. De nombreuses contradictions et ambiguïtés entachent l'annonce de cette étude. Premièrement, une pseudo-suspension de la fluoration est annoncée en même temps. Une suspension temporaire qui n'est en fait qu'un possible délai engendré par la première phase de l'étude en question qui sera d'étudier l'état de santé bucco-dentaire d'enfants non fluorés. Avant même le début de l'étude, dans le Nouvelliste du 25 mai, la DSP, la Direction de santé publique, et la Ville en annoncent déjà les conclusions en déclarant que ces résultats démontreront le bien-fondé de la position des promoteurs et la fausseté argumentaire des opposants. Troisième élément. D'une part, la santé publique affirme depuis 2 ans que toutes les études confirment l'efficacité et l'innocuité de la fluoration, ce qui est faux. Dans ce cas-là, quelle serait l'utilité de faire une nouvelle étude si vraiment toutes les études démontrent l'efficacité et l'innocuité? D'autre part, pour justifier son étude, elle déclare que les études de référence datent de 25 ans et sont donc obsolètes.
Mais du même souffle, elle affirme que la fluorescence est fondée sur des données sûres et convaincantes et est par conséquent sécuritaire pour les enfants qui serviront de cobayes. Alors que le gouvernement impose des coupes drastiques de financement dans tous les services à la population, il projette de dépenser 125 000 $ pour une étude dont les promoteurs eux-mêmes proclament à la fois l'utilité et l'inutilité de façon incroyablement ambiguë et contradictoire. En plus de ces anomalies criantes, voici d'autres motifs de dénoncer la tenue de cette étude. On veut d'abord imposer à toute la population l'ingurgitation d'un produit chimique qualifié par le fournisseur lui-même de toxique et d'impropre à la consommation humaine. La CTETS n'invente rien quand elle le dit. On veut imposer la fluorescence à toute la population dans le but d'étudier seulement un échantillon de la population, ce qui est d'une ahurissante incohérence en matière de recherche scientifique. De plus, alors que la santé publique a besoin du consentement des parents pour étudier l'état de santé bucco-dentaire de leurs enfants, elle prétend ne pas avoir besoin de leur consentement pour leur faire ingurgiter le produit dont on veut étudier les effets sur leur dentition, et ceci sous prétexte que la fluorescence n'est que l'application d'une mesure de santé déjà éprouvée et n'est pas une médication. Alors que la Cour suprême définit la fluorescence comme étant une médication de masse et qu'un nombre croissant de scientifiques, professionnels et experts dénoncent la fluorescence comme étant inutile, nuisible et illégale. Ça se trouve dans les mémoires qui ont été présentées. Inutile, nuisible et illégale. Alors que les promoteurs de la fluorescence dénigrent l'objectivité d'une étude récente établissant un lien possible entre fluorescence et problèmes de la glande thyroïde, sous prétexte que l'un des trois auteurs s'est déjà prononcé contre la fluorescence, ils se targuent maintenant de confier l'organisation d'une étude sur les effets de la fluorescence à un chercheur qui, de par ses fonctions, est associé étroitement à l'Ordre des dentistes du Québec, un des principaux promoteurs de la fluorescence. La santé publique prétend que l'étude annoncée clarifiera totalement tout le dossier une fois pour toutes. Or, elle ne portera que sur la santé bucco-dentaire, sans toucher aux autres aspects incontournables que sont la santé générale de la population, les aspects juridico-éthiques, économiques, écologiques et par-dessus tout, l'acceptabilité sociale de ce traitement, laquelle devrait prioritairement être au cœur de toute démarche concernant la fluorescence, telle que le recommandait la Commission de 2013. On ignore pour l'instant si l'étude comportera un volet toxicologique, ni si elle tiendra compte de tous les paramètres autres que l'apport en fluorure via l'eau potable. Mais le principal motif de dénonciation de cette étude est que la deuxième phase de cette étude, qui consistera à suivre une cohorte d'enfants fluorés sans le consentement des parents, afin d'en observer les effets sur leur santé bucco-dentaire, cette deuxième phase durera nécessairement plusieurs années, ce qui équivaut à mettre la population devant un fait accompli, durable et imposé. En conclusion de notre analyse, considérant les nombreuses anomalies et contradictions évidentes dans l'annonce de cette étude, considérant que la tenue de cette étude impliquera la fluorescence de tous les citoyens contre leur gré et même à leur insu, et ceci pour plusieurs années, considérant de ce fait les accrocs impliqués par cette étude à des lois, à la Charte des droits de la personne et au Code de déontologie médicale, par conséquent, la CTETS dénonce fermement la tenue de cette étude qui, de toute évidence, fait partie d'une stratégie globale pour contrer l'action de la CTETS et pour contourner la volonté citoyenne. Maintenant que l'évidence de l'opposition citoyenne est manifeste, on veut encore une fois la contrer en déniant l'existence, la signification
et la représentativité de la pétition et en méprisant et dénigrant ses auteurs et ses signataires. Et je vous rappelle, comme vous le savez probablement, dans le Nouvelliste de ce matin, Mme Goupil-Sormani déclare que l'acceptabilité sociale ne fait pas partie du mandat de santé publique. Ne fait pas partie du mandat de santé publique, alors que la principale recommandation de la Commission de 2013 était de tenir compte de l'acceptabilité sociale. C'est absolument aberrant. C'est aberrant, c'est méprisant, c'est condescendant. Elle nous parle d'études, encore une fois, il ne s'agit pas d'une guerre d'études. La question n'est même plus de savoir si la fluoration est efficace ou non. La question est, la population en veut-elle? Les résultats de la pétition et les propos des citoyens démontrent clairement que la réponse est « nous n'en voulons pas ». Pour paraphraser les paroles de la directrice Goupil-Sormani elle-même, son rendez-vous avec la population est raté. C'est ce qu'il nous a dit à la CTETS. Le temps des rendez-vous est passé. C'est maintenant le temps de prendre acte de la volonté citoyenne et de la respecter en agissant en conséquence, c'est-à-dire en abolissant le programme de fluoration, non seulement à Trois-Rivières, mais partout au Québec, et en proposant des alternatives socialement plus acceptables. En matière de fluoration, c'est là le seul rendez-vous possible entre les gestionnaires de la chose publique et les citoyens. Et ce rendez-vous ne concerne désormais plus la direction de santé publique. Ce rendez-vous concerne les citoyens et les élus de bonne volonté, de bon sens et de bonne foi. Les élus municipaux, soucieux d'être à l'écoute de leurs concitoyens et de les représenter, plutôt que de s'opposer à eux et de leur imposer un traitement médical dont ils ne veulent pas. La CTETS est confiante et consciente que de tels élus siègent au Conseil de ville de Trois-Rivières. En conclusion, posons-nous ensemble la question, qui sont les opposants à la fluoration? Selon le maire de Trois-Rivières, il serait des imbéciles qui signent n'importe quoi, des imbéciles. Selon la directrice de santé publique, des ignorants mal informés. Selon le président de l'Ordre des dentistes, des enfiroipés qu'on peut berner facilement. Eh bien, je vais vous dire qui sont les opposants à la fluoration. Nous allons vous le dire. Les opposants sont des citoyens responsables, soucieux de leur santé et de celle de leurs concitoyens, soucieux de leur environnement et soucieux de ce qu'on fait avec leurs impôts. Qui sont les opposants à la fluoration? Ils sont les principaux intéressés, les citoyens, les bailleurs de fonds et les bénéficiaires présumés de ce traitement médical, ceux qui, de ce fait, devraient être considérés comme des interlocuteurs prioritaires et privilégiés, plutôt que d'être ignorés, dénigrés, insultés et méprisés par les promoteurs de la fluoration. Nous sommes les citoyens et nous refusons la fluoration. Nous refusons que le réseau d'approvisionnement en eau potable serve de véhicule pour administrer une médication de masse. Nous refusons qu'on nous impose un traitement médical, point final. Merci. Merci, Robert. Pour ce qui est de notre prochaine participante, Mme Martine Châtelain, elle est la présidente de Au Secours, la Coalition québécoise pour une gestion responsable de l'eau. La mission de la coalition est de revendiquer une gestion responsable de l'eau tenant compte de l'équité, l'accessibilité, la santé publique, le développement viable et la souveraineté collective de ce trésor national. Au Secours regroupe plusieurs comités de citoyens qui refusent la fluoration dans plusieurs villes du Québec. Accueillons sans plus tarder Mme Martine Châtelain. Bonjour. Depuis 2008, la Coalition accompagne et appuie des comités de citoyens aussi engagés que la CTETS. Au cours des dernières années, la fluoration de l'eau potable n'a cessé d'être contestée dans plusieurs municipalités et surtout dans toutes les municipalités où on essayait de l'imposer à la population. À chaque fois
l'issue de cette mobilisation citoyenne a toujours été la même. Ça a été l'abolition de la fluoration dans les villes où elle était contestée. Parfois, simplement, l'information pertinente aux élus municipaux a suffi à ce que les conseils décident de mettre terme à la mesure, comme ce fut le cas à Verchères. En 2012, les comités de citoyens et les groupes qui sont concernés par la question ont constitué un réseau informel qui s'appelle le réseau Sans fluor, dont l'objectif est l'abolition du programme de fluoration au Québec. Si Au Secours soutient les groupes de citoyens qui demandent son aide, jamais elle n'a été à l'origine de ces comités. Elle répond simplement aux appels au secours des citoyens. Depuis le début des années 2000, la fluoration au Québec est en constante décroissance. De 2000 à 2014, les villes de Laval, Sainte-Thérèse, Boisbriand, Blainville, Saint-Janvier, de Mirabel, Sainte-Marie-de-Beauce, Gatineau, Verchères, Bécancour et Fermont ont toutes pris la décision de mettre un terme à la fluoration de l'eau potable. Pour sa part, Gaëtan Ruet, le maire d'Amqui, s'est prononcé clairement contre la fluoration et dans le contexte de la commission parlementaire de 2013, a convaincu 80 de ses collègues maires et mairesses de voter une résolution demandant l'arrêt de la fluoration et de mettre un terme au programme. Vous avez le nom de ces municipalités sur une liste qui est dans votre pochette. Il y avait aussi la ville de Shawinigan, tout près d'ici, qui était parmi ces 80 municipalités. L'administration de Montréal nous a assuré que jamais elle n'allait fluorer l'eau de la ville. Dans le cas de Longueuil, la municipalité a dit non à la fluoration en estimant que c'est au gouvernement de l'imposer s'il la juge essentielle. En 2008, les Amis de la Terre de Québec, dont certains représentants sont ici, ont obtenu l'arrêt de la fluoration dans la capitale nationale. En 2010, c'est Beaupré qui se lance dans une lutte et a gain de cause. La même année, le maire de Saguenay recule devant une forte résistance et une forte pression populaire contre la fluoration. C'est aussi une bonne année parce que c'est l'année où le très actif comité de citoyens Au courant de Montjoly a fait appel à la coalition Au secours pour les aider à empêcher la municipalité de fluorer. Et le projet a en effet été abandonné en 2013. Plus près de nous, en 2014, c'est la victoire du regroupement citoyen pour une eau très saine de Richemont, dont il y a aussi des personnes qui sont ici aujourd'hui, qui obtient la tenue d'un référendum pour l'abolition de la fluoration. Ce référendum fut gagné haut la main suite à leur travail exceptionnel de sensibilisation de la population. Quelques mois plus tard, c'est à la ville de La Prairie d'abandonner la fluoration suite à des pressions citoyennes du comité sans fluor de la Vigile verte de La Prairie avec l'aide d'Au secours. Un mouvement s'est amorcé à Châteauguay. C'est l'une des 5 dernières villes qui restent à fluorer l'eau potable. Et ça veut dire qu'il y a moins de 2,5 % de la population du Québec qui est encore fluorée. Et c'est suite au fait que personne n'en veut. Alors, tous ces exemples devraient être suffisants pour comprendre que comme les 14 000 quelque chose citoyens et citoyennes qui se sont joints à la CTETS pour signer la pétition, que jamais la CTETS n'acceptera et jamais les citoyens de Trois-Rivières n'accepteront que leur eau soit fluorée. De toute évidence, le programme de fluoration ne rencontre pas d'acceptabilité sociale nulle part où on essaie de l'imposer. Dans le cas de Trois-Rivières, c'est l'exemple parfait que la mobilisation citoyenne d'une population bien informée trouve inconcevable qu'on persiste à vouloir imposer une mesure qu'ils considèrent inacceptable. Les efforts déployés par la CTETS sont donc beaucoup plus qu'une lutte locale de Trois-Rivières, c'est le respect de la volonté populaire à l'échelle nationale dont il est question. La CTETS peut compter sur l'appui, le support et l'aide de tous les autres comités de citoyens, groupes et citoyens qui, partout au Québec, refusent qu'on ajoute à leur eau potable un produit chimique industriel impropre à la consommation humaine. Merci. Merci, Martine. Notre 4e participant est nul autre que le co-auteur du livre « La fluoration, autopsie d'une erreur scientifique ». D'ailleurs, les livres sont disponibles pour les journalistes à la sortie.
Monsieur Gilles Parent. Il est naturopathe agréé depuis 1972. Depuis 1970, M. Parent scrute à la loupe les aspects scientifiques, environnementaux et légaux de la fluoration. Il est un des porte-paroles scientifiques pour le Front commun pour une eau saine, pour le regroupement des citoyens et citoyennes pour une eau saine à Richemont et celui de la Coalition au secours. Il a été impliqué dans la cessation ou le rejet de la fluoration dans plusieurs villes du Québec, ainsi qu'en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Prince George, en Colombie-Britannique. Il a préparé et présenté pour le Front commun pour une eau saine le plus volumineux et le plus documenté mémoire à la Commission parlementaire sur la santé, parlementaire de la santé sur la fluoration en avril 2013, en collaboration avec plusieurs experts scientifiques. J'invite M. Gilles Parent à prendre la parole. Bonjour, Mesdames et Messieurs. J'aimerais commencer en vous parlant de l'absurdité de la fluoration de l'eau potable. C'est la première chose qui m'a sauté aux yeux lorsque je me suis penché sur les aspects scientifiques de la fluoration de l'eau et avant d'écrire mon livre « L'inconséquence de la fluoration » en 1975. En effet, il est absurde d'administrer un médicament ou un élément nutritif sans en contrôler la dose, sans connaître ni le patient, ni son état de santé, ni ses besoins, ni son apport en fluorure de toutes les sources, ni son environnement, et sans son consentement au traitement. L'opposition à la fluoration de l'eau n'est pas l'affaire d'un petit groupe d'illuminés de Trois-Rivières. Nous sommes tout un réseau international, je souligne réseau international, de scientifiques, dont de nombreux experts ayant publié sur la fluoration de l'eau et les fluorures, des médecins, des dentistes, des biochimistes, des chimistes, des toxicologues, des environnementalistes et des avocats. Pas seulement au Québec, mais aussi au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Irlande, en Europe, en Australie, en Israël, en Inde et aussi en Nouvelle-Zélande. Tous des professionnels qui non seulement ont fouillé toute la littérature scientifique sur la fluoration, mais l'ont analysée, décortiquée, critiquée, parmi lesquels mes auteurs de la fluoration autopsie d'une erreur scientifique, le Dr Pierre Jumorin, PhD en médecine expérimentale et ex-directeur de la recherche à l'hôpital Laval, et maître John Remington Graham, qui a gagné aux États-Unis 3 gros procès sur la question de la fluoration de l'eau. À ces scientifiques se joignent dans le monde environ 1 millier de regroupements de citoyens informés, comme la Coalition trifluvienne pour une eau très saine, comme la Coalition au secours, mais aussi des regroupements de professionnels comme le Réseau Environnement. Et au Canada, nous avons Canadian Opposed to Fluoridation, les Canadiens opposés à la fluoration, et c'est ainsi dans 31 pays restants qui prônent encore la fluoration. Notez que seulement 2 % de la population de l'Europe a recours à la fluoration de l'eau. Aux États-Unis, il y a Fluoride Action Network qui travaille d'une façon coordonnée aux États-Unis, mais aussi à travers le monde, en collaboration avec les autres réseaux nationaux, ainsi en Angleterre, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez trouver la liste en annexe dans le document, dans la pochette de presse. Alors, quelle est la situation de la fluoration de l'eau dans le monde? Au Québec, la fluoration a grandement reculé, puisqu'il ne reste que 5 municipalités encore qui ont recours à la fluoration de l'eau. Au Canada, le pourcentage est passé de 45 % à moins de 30 % présentement. D'ailleurs, une poursuite à laquelle nous collaborons a été déposée au sujet de la fluoration contre le réseau de la région de Peel et le gouvernement de l'Ontario. Aux États-Unis, si la fluoration gagne encore un peu de terrain, c'est parce que des lois ont rendu la fluoration obligatoire. Mais ceci n'est pas dans tous les États. Alors, dans les États où la fluoration, où les villes sont libres de choisir, la fluoration régresse. En Israël, la fluoration a été abandonnée parce que les tests de toxicologie n'ont jamais été effectués. Nous avons fait des investigations poussées. Elles nous ont permis de nous pencher non seulement sur les aspects scientifiques, mais aussi sur les aspects éthiques, politiques, légaux, économiques, sociaux, environnementaux de la fluoration. Nous avons fait un énorme travail d'enquête, incluant une 50aine de demandes d'accès à l'information, si ce n'est pas 60. Nous les avons envoyées au ministère de la Santé et des Services sociaux, à la Direction de la santé publique, à l'Institut national de la santé publique, au laboratoire de l'Institut national de la santé publique, au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, à Environnement Canada, aux municipalités qui fleuraient
ou qui fluorent encore l'eau potable, et aux ordres professionnels de la santé, ainsi qu'une dizaine de pétitions qui sont des demandes d'accès à l'information au commissaire à l'environnement du Bureau du vérificateur général du Canada. Et vous pouvez trouver une bonne partie de ces pétitions et de ces demandes d'accès à l'information dans votre pochette de presse électronique sur la clé USB. Leur but était de connaître exactement la nature légale des produits chimiques de fluoration, de connaître la réglementation qui contrôle ces produits utilisés dans un but avec une allégation thérapeutique, de préciser l'imputabilité de chacun de ces organismes ou ministères, de connaître les mécanismes de surveillance de la qualité des produits de fluoration et les processus de contrôle, de connaître le coût exact de la fluoration, équipement, gestion et produits. Ce que nous avons appris, c'est qu'aucun gouvernement supérieur n'est imputable pour l'efficacité ou l'innocuité des produits chimiques de fluoration. Selon le protecteur du citoyen, les municipalités en portent toute la responsabilité légale et les municipalités l'ignorent. Les produits de fluoration seraient des produits chimiques de traitement de l'eau utilisés illégalement dans un but thérapeutique de prévenir et de réduire une maladie chez l'humain. Les produits de fluoration ne sont pas homologués par Santé Canada pour cette fin. Les tests de toxicologie requis selon Santé Canada pour assurer l'innocuité des produits n'ont jamais été effectués. Les produits de fluoration ne sont pas manufacturés, empaquetés, transportés ou entreposés dans les conditions sanitaires réglementaires. Ils sont par conséquence impropres à la consommation humaine. Les coûts de la fluoration sont plus élevés que le prétendent les autorités de la santé. Les ordres professionnels de la santé ont tous refusé de répondre en déclarant que la fluoration de l'eau ne faisait pas partie de leur formation ni du champ d'exercice de leur pratique. Pourtant, ils appuient la fluoration qui est un acte professionnel. Aucun organisme et aucune autorité ne semble habilité à fournir les réponses demandées. La fluoration de l'eau soulève aussi de graves problèmes légaux et éthiques relatifs à la nature et la classification légale des produits chimiques fluorés ajoutés dans l'eau pour ce faire. Il est important de savoir que la classification légale d'un produit détermine le rôle et la fonction de ce produit et les règles et les lois auxquelles ces produits sont strictement soumis. Par exemple, selon la loi des aliments et drogues, seule la classification de médicaments ou de produits de santé naturelle peuvent prétendre servir à la prévention ou au traitement d'une maladie telle la carie dentaire. Seuls les médicaments ou les produits de santé naturelle peuvent avoir une allégation thérapeutique. Alors, quelle est la nature réelle des produits chimiques de la fluoration? Les trois produits servant à la fluoration, qui sont le fluorure de sodium, l'acide hexafluosilicique et le fluosilicate de sodium, ce sont des produits qui ne sont pas de qualité pharmaceutique ni alimentaire, mais de qualité seulement industrielle. Ce sont des sous-produits principalement de l'industrie lourde des engrais phosphatés. En toute réalité, ce sont des contaminants récupérés des systèmes de dépollution de ces usines. Alors, quelle est la classification finalement légale des produits de fluoration? Comme je disais tantôt, ils ne sont pas homologués ni réglementés par Santé Canada, encore moins pour un usage thérapeutique de prévention de la carie dentaire. Ils n'entrent pas dans la classification de médicaments ou de produits de santé naturelle. Il faut faire ici la différence entre le fluorure de sodium de qualité pharmaceutique, qui est réglementé, que l'on retrouve par exemple dans les dentifrices et les rince-bouches, qui sont classés comme médicaments ou comme produits de santé naturelle. C'est là que réside la partie de la tromperie. Par substitution, on a remplacé un produit de qualité pharmaceutique par un produit de qualité industrielle impropre à la consommation humaine. Seuls les médicaments et les produits de santé naturelle peuvent permettre une allégation thérapeutique telle qu'elle à la prévention de la carie dentaire. Les produits de fluoration ne sont pas non plus réglementés par Santé Canada comme source d'un minéral pour la fortification des aliments, ce que prétend la santé publique. Seul le fluorure de sodium de qualité pharmaceutique peut l'être. Cette classification ne permet pas non plus de faire des allégations thérapeutiques. Santé Canada prétend que les produits de fluoration sont classés comme produits de traitement de l'eau. Pourtant, ils ne servent absolument pas à rendre l'eau potable. Tous savent qu'ils visent essentiellement à traiter la population contre une maladie, la carie dentaire. En tant que produit de traitement de l'eau,
Par leurs conditions insalubres de fabrication, ils ne peuvent pas servir légalement de source alimentaire de fluorure. Ils sont par conséquent impropres à la consommation humaine. Alors, que sont les produits selon Environnement Canada? Ils sont classés par Environnement Canada comme produits toxiques et dangereux. Voir la demande d'accès à l'information 2015 à Environnement Canada sur votre clé USB. Savez-vous que les lois sur les aliments et drogues interdisent d'ajouter des poisons, donc des produits toxiques et dangereux, ou des substances impropres à la consommation humaine? L'eau est un aliment. À voir l'annexe, les articles 3 et 4 de la Loi sur les aliments et drogues qui déterminent et définissent l'interdit de ces ajouts-là. Les produits de traitement de l'eau doivent répondre à des normes. Or, la norme de la National Sanitation Foundation Standard 60, qui s'applique dans ce cas, exige une revue complète des tests de toxicologie afin d'en démontrer l'innocuité de la substance. Santé Canada affirme que ces tests sont requis pour respecter la norme. Aucune autorité, qu'elle soit fédérale ou provinciale, n'est en mesure de fournir les tests de toxicologie requis. Aucun test n'a jamais été effectué sur les produits de la fluoration. Conséquemment, les produits de fluoration ne sont pas conformes à la norme NSF Standard 60. Ils contreviennent aux règles de la norme et au règlement sur l'eau potable du Québec. Donc, en conséquence, ils sont illégaux. La fluoration est-elle contraire à l'éthique et à la déontologie médicale? Administrer un médicament non homologué, non testé, insalubre, impropre à la consommation humaine, par conséquent de nature illégale, à des patients est contraire aux règles élémentaires de l'éthique médicale et au code de déontologie. Le faire sans leur consentement individuel l'est encore plus. La fluoration est-elle contraire aux chartes des droits et libertés? Administrer une substance dans un but thérapeutique sans le consentement éclairé du patient contrevient à la Charte des droits de la personne du Québec, à la Charte des droits et libertés du Canada et au Code de Nuremberg, signé par Santé Canada. Même nos droits fondamentaux sont méprisés. En conclusion, toutes les autorités nous ont caché tous ces faits, tout ce temps et encore aujourd'hui. Nous sommes outragés. Nous connaissons mieux le dossier de la fluoration que les experts de la Direction de la santé publique et les ordres professionnels. Nous avons posé plus que 120 questions fondamentales sur les différents aspects de la fluoration au ministre de la Santé et des Services sociaux et à la Direction de la santé publique, sans qu'ils fournissent la moindre réponse satisfaisante. Et encore, on avait au moins eu une réponse. Ils avaient promis la transparence, de répondre à l'inquiétude de la population, force de constater qu'ils ne le peuvent pas. L'opposition de la fluoration ne cessera de grandir en ampleur et en organisation, autant sur le plan scientifique que sur le plan légal. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci, Gilles. Je vous présente maintenant notre dernière participante, Mme Mireille Gay, docteure en chimie organique de l'Université de Sherbrooke. Elle a présenté à 2 occasions, en 1988 et en 2013, un mémoire contre la fluoration de l'eau. À la commission parlementaire, comme aux audiences publiques de la Ville de Montréal en 1988, elle a soutenu que cette mesure est nocive, dangereuse et inutile. Écoutons maintenant l'exposé de Mme Mireille Gay. Mesdames, Messieurs, vous avez certainement entendu le terme de controverse scientifique au sujet du fluorure dans l'eau potable. En tant que scientifique rompu à la pratique de la chimie et de la biochimie, j'affirme qu'il n'y a aucune controverse, aucun désaccord entre les chercheurs ayant examiné objectivement et en appliquant les principes, les critères de la méthode scientifique. Il n'y a aucun désaccord à ce sujet. Leurs conclusions sont unanimes. Le fluorure dans l'eau potable ne protège pas les dents. Le fluorure n'est pas un élément indispensable au corps humain. Le fluorure n'est utile à aucune enzyme et par contre, il nuit à plusieurs de ces enzymes et certaines importantes. Le fluorure est plus toxique pour les personnes mal nourries que pour les autres. Toutes les formes de vie souffrent à des degrés divers de la présence de fluorure dans l'eau.
Les preuves que le fluorure ne protège pas les dents, ni rien d'autre d'ailleurs, elles viennent de plusieurs chercheurs de différentes spécialités, épidémiologie, biochimie, physiologie, toxicologie, médecine, écotoxicologie. Comme l'a dit Gilles Parent, elles viennent de scientifiques appartenant à plusieurs pays sur plusieurs continents, Autriche, Nouvelle-Zélande, Australie, Danemark, Russie, Japon, France, États-Unis, Canada, Québec aussi. Elles s'étendent sur des décennies. Il y avait déjà des preuves de l'inutilité du fluorure dès 1950. Il s'en est accumulé après 1970 et elles continuent de s'amonceler encore maintenant. Actuellement, les partisans de la fluoration placent le mot scientifique un peu partout dans leurs discours, dans leurs écrits. Mais ils n'agissent pas en scientifique. Jusqu'ici, les adeptes de la fluoration ayant réagi en scientifique ont changé leur opinion et sont devenus des opposants à la fluoration. On a John Colquhoun, malheureusement décédé, qui était en Nouvelle-Zélande, Hardy Limback à Toronto, Richard Arsenault ici présent. Et donc, il y a plusieurs personnes qui ont changé d'avis. Pour être un scientifique, il ne suffit pas de connaître un peu de science. Il faut la mettre en pratique avec bon sens, car le bon sens, c'est la partie la plus importante de l'intelligence humaine. Et j'ai vu des personnes sans diplôme agir et penser bien plus scientifiquement que les partisans de la fluoration. Par exemple, en disant que 99% de l'eau fluorée n'est pas bue, mais alimente les chasses d'eau ou sert au lavage. Ce n'est pas tout. Un scientifique n'affirme pas sans savoir. Sans avoir une connaissance directe et approfondie des données. Or, je doute que les directeurs de santé publique aient lu des articles originaux pour ou contre la fluoration. Ils n'en ont tout simplement pas le temps. Un scientifique tient à jour ses connaissances. Il accepte de modifier ses hypothèses et ses conclusions. Il accepte en toute humilité de confronter son point de vue avec d'autres spécialistes. Surtout, un scientifique est capable de dire, quand cela devient nécessaire, « je me suis trompé ». Pensez-vous que la formation médicale prépare à dire « je me suis trompé ». Permettez-moi maintenant de vous montrer en 90 secondes comment un scientifique travaille à partir des faits et non en les niant ou en les camouflant. 1. La concentration de fluorure dans le sang est toujours inférieure à celle de l'eau bue. 2. La concentration dans le lait maternel est inférieure à celle du sang d'une adulte. 3. On ne connaît aucune enzyme ayant besoin de fluorure. Donc, le corps humain n'a pas besoin de fluorure et l'hypothèse des années 1930-1940 est fausse. Si le fluorure s'accumule dans les dents, ce n'est pas parce qu'il est nécessaire à leur structure. Ensuite, le fluorure est un poison pour plusieurs enzymes. Le fluorure s'accumule dans les os, les dents et aussi, surprenant mais vrai, dans les ongles et les cheveux. Donc, j'émets une hypothèse, l'hypothèse selon laquelle le corps encapsule et immobilise le fluorure dans des organes secondaires pour l'empêcher de nuire aux organes principaux. C'est ainsi que le corps humain traite d'autres poisons comme le mercure. Ce phénomène, l'intégration du fluorure aux os, aux dents et aux cheveux ou au pelage chez l'animal, c'est comparable à l'encapsulation des déchets toxiques dans les lieux d'enfouissement technique, les LET. Avec cette hypothèse, la fluoration de l'eau, en plus d'être inutile et sans bon sens, devient une mesure dangereuse et contre nature. En effet, elle annihile une protection mise en place par l'évolution pour que l'être humain survive dans un milieu défavorable. Les promoteurs de la fluoration devraient se rappeler que le rôle de la médecine, c'est d'abord de ne pas nuire. Et arrivé à ce point-là, je voudrais rendre hommage aux dentistes et aux médecins qui ont maintenant et qui précédemment ont eu le courage et la droiture de s'objecter à la fluoration de l'eau. Merci de votre attention. Merci Mireille. Évidemment, l'industrie des produits chimiques, particulièrement l'industrie des engrais phosphatés, mais aussi de l'uranium, a un déchet industriel dont ils ne peuvent pas complètement l'utiliser pour d'autres fins.
Ça sert, entre autres, pour la production de l'aluminium et ainsi de suite. Alors, au départ, c'est eux autres qui ont financé la recherche sur la question de la fluoration de l'eau pour essayer de contrer les poursuites qu'ils avaient contre la contamination environnementale. Et ils ont financé, alors il y a tout un document qui a été obtenu par la loi de l'accès à l'information et qui a été libéré dernièrement aux États-Unis, qui souligne qu'il y a un lien entre l'industrie et le projet de la fluoration de l'eau. Donc, il y a une question financière derrière. Sauf que la plupart des médecins, la plupart des dentistes, tout ça, ont cru, et moi aussi j'ai cru, et bien d'autres aussi ont cru, que le fluorure était un élément nutritif essentiel à la santé humaine, et on a pensé que ça pouvait être très efficace contre la carie dentaire, et on s'est tous trompés. Et c'est normal de se tromper en sciences, mais aujourd'hui, la recherche a démontré que ça avait énormément de répercussions nuisibles sur la santé. Merci. Merci, Jean-François. Alors, c'est ce qui clôt notre conférence de presse. Merci beaucoup, tout le monde.